Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Le FNDC durcit le ton, annonce les préparatifs de sa prochaine manifestation prévue le 20 juillet 2020 à Conakry. Le front indique qu'il va adresser un courrier d'information aux différentes mairies traversées par la marche tout en exigeant d'elles l'encadrement et la sécurisation des manifestants. Sur le continent, le Premier ministre malien Boubou Cissé promet de former très rapidement un gouvernement alors que le Mali est en dépourvu depuis 3 mois au lendemain des plus graves troubles civils dans la capitale Bamako depuis des années et qui ont fait 4 morts selon lui. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Pour commencer, le volume des pots de vin en Guinée avoisine, tenez-vous bien, en moyenne 600 milliards de francs guinéens par an selon le dernier rapport de l'Agence nationale de lutte contre la corruption dans le pays. Qu'est-ce qui est en train d'être fait par les autorités du pays pour tenter de freiner ou de juguler le fléau? Une conférence de presse a eu lieu à cet effet ce samedi à Conakry. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée africaine de la lutte contre la corruption célébrée le 11 juillet de chaque année. Le thème « Combattre la corruption par des systèmes judiciaires efficaces et efficients ». Mamadou Sadio Baldé, Lamine Silla était de la partie, suivez leur compte rendu. On ne le dira jamais assez, par le fait de la corruption, d'importantes ressources échappent au contrôle des régies financières des États. En Guinée, la délinquance économique est de mise. Les autorités se disent conscientes du phénomène et s'investissent pour tenter d'endiguer le phénomène. Les dispositions légales et réglementaires sont un acquis, mais faut-il le reconnaître, l'application fait défaut. D'ailleurs, la Guinée ne dispose pas suffisamment de magistrats pour s'occuper des corrupteurs. Des dispositions sont sur le point d'être prises. Nous avons envisagé cette rencontre sous le contrôle du ministère de la Justice pour échanger avec les magistrats. Comment allons-nous faire pour rendre effectif cette relation entre l'ANC et vous autres magistrats? L'ANLC affiche la volonté de bien faire son travail. Cependant, elle reste confrontée à un véritable problème de moyens pour la mise en œuvre de ses activités. Il faut essentiellement les moyens pour la lutte contre la corruption. Sans les moyens, on ne peut pas mener la lutte contre la corruption. Quel est l'indice de corruption de la Guinée par rapport aux autres pays? Une indication à la place des chiffres. La Guinée occupe un rang médium. Nous ne sommes pas dans l'excellence et nous ne sommes pas également dans la mauvaise position. Nous sommes dans le processus du progrès. Nous progressons. Aux côtés du conférencier, l'ancien ministre des Gardes des Sceaux. La corruption est une infraction complexe. Ce n'est pas le vol, ce n'est pas l'escroquerie, ce n'est pas l'abus de confiance, qui sont des infractions matérielles. C'est une infraction formelle, c'est-à-dire où la preuve matérielle, on n'en a pas besoin. Il suffit que vous tendez une liasse d'1 million de francs à un agent pour dire « aide-moi à débloquer mon dossier », qu'il prenne ou qu'il ne prenne pas, l'infraction est constituée. Je le dis en titre, le FNDC durcit le ton et annonce les préparatifs de sa prochaine manifestation prévue le 20 juillet 2020 à Conakry. Le front indique qu'il va adresser un courrier d'information aux différentes mairies traversées par la dite manifestation tout en exigeant d'elles l'encadrement et la sécurisation des manifestants pour la mouvance présidentielle. C'est une protestation de trop et qui est assimilable à un coup d'État qui ne marchera pas. Reportage Mahmoud Bouler Diallo, Yacouba Traoré. En dépit des mises en garde du gouvernement, le Front national pour la défense de la Constitution veut descendre dans la rue le 20 juillet prochain pour manifester leur mécontentement vis-à-vis du régime de Conakry. Pour obtenir une couverture juridique, le FNDC va adresser un courrier d'information et de sécurisation à toutes les mairies qui seront traversées par la marche. Si toutefois l'autorité compétente refuse d'encadrer cette marche et interdit cette marche sans raison valable, nous sommes amenés à résister face à l'oppression conformément à l'article 21 alinéa 4 de la Constitution guinéenne. Les autorités guinéennes sont fermes contre tout regroupement de plus de 20 personnes
en cette période de crise sanitaire imposée par le coronavirus. Les organisateurs de la marche sont conscients de l'existence de la pandémie de Covid-19. Prenant l'exemple sur le Mali, la France, les États-Unis et autres, Ibrahima Diallo dit qu'ils vont se munir de masques, mais rien ne les empêchera de manifester. Nous n'allons pas continuer à croiser les bras et laisser le gouvernement continuer à dérouler l'agenda politique de M. Alpha Condé qui consiste à faire un autre coup d'État pour se maintenir au pouvoir à vie. La mouvance présidentielle aussi ne cède pas face aux revendications de ses opposants. Le RPG Arc-en-Ciel appelle à un front commun contre le coronavirus. Sa porte-parole indique que la démarche du FNDC ne contribue pas au respect de l'état d'urgence sanitaire édicté par le président de la République. L'Union sacrée voudrait que chacun se mette dans une logique qui est celle de contribuer à ce que la chaîne de contamination se brise. Mais si l'opposition, cette frange de l'opposition estime que le 20 juillet, au-delà même d'exposer les Guinéens, nous allons déloger le président de la République, je crois que les instruments juridiques de notre pays savent comment il faut se comporter face à ce type de déclaration. En tout cas, moi je dis toujours que chaque fois que l'opposition se mettra dans une posture de menace des institutions de notre pays, c'est un coup d'État et ça va encore échouer. Pas de consensus entre les protagonistes donc pour parler d'un dialogue franc. Le RPG dit être disponible mais demande au FNDC de reconnaître la 4e République. Et le Front conteste toutes les institutions issues des élections du 22 mars 2020 en Guinée. Direction l'intérieur du pays à Kindia, Elhaj Mamoudou Kamara, l'inspecteur régional de la Ligue islamique, se met devant pour rénover la maison de la belle-mère du président de l'FDG qui a fait l'objet, il faut le rappeler, d'un acte de vandalisme de la part des loupards lors du scrutin communal du 4 février 2018. Les travaux de rénovation du dit bâtiment initiés par Elhaj Mamoudou Kamara ont démarré ce samedi au quartier Tafori-Gangan dans la commune urbaine d'Idé vise à réconcilier les fils et filles de Kindia avant la présidentielle de 2020. Reportage signé par notre correspondant Aboubakar Silla. Une maison très attirante. Mais derrière la beauté de ce bâtiment se trouve toute autre réalité. À l'intérieur, des débris, des habits très usés, des armoires vides, des lits cassés, des murs endommagés. Cette maison qui n'a rien d'attirant maintenant à l'intérieur a été vandalisée par des loupards lors des violences qui ont émaillé les élections communales du 4 février 2018. 2 ans après, les travaux de rénovation de ce bâtiment ont démarré ce samedi. Un projet initié par l'inspecteur régional de la Ligue islamique de Kindia pour amener la paix dans la cité à quelques mois seulement de la présidentielle prévue en octobre 2020. Celui qui a construit cette maison, Alpha Oumar Diallo, il a eu le domaine par le canal de mon père, qui était à l'époque le maire d'ici. Et avant son décès, il a encore confié sa famille à mon père. Ce qui est fait ici, que Dieu ne le refasse plus, surtout à Kindia. Construire une maison est très difficile. Nous devons être d'accord et parler le même langage. Hormis les autorités religieuses, quelques responsables de la coordination Al-Poular étaient aussi de la partie. Et ils ont vivement apprécié cette démarche de Elhaj Mamoudou Kamara, l'inspecteur régional de la Ligue islamique de Kindia. Je suis très content. Cette initiative est partie de Elhaj Mamoudou Kamara, qui a eu un cas de conscience. Il a dit qu'il veut coûte que coûte reprendre cette maison parce que le fait qu'on l'ait venu saccager ici, ça ne l'a pas du tout plu. Ce membre de l'Union des forces démocratiques de Guinée salue la rénovation de ce bâtiment qui est un signe de réconciliation entre les citoyens de Kindia. Cette maison fait objet de sujet politique et que si c'est notre papa, le patriarche de Kindia, le Kuntigi Elhaj Mamoudou qui s'élève pour lancer les travaux de reconstruction ou de rénovation, on peut dire comme ça, de cette maison, je suis vraiment très content. 1 mois et demi est le délai de rénovation de cette maison selon l'ingénieur conducteur des travaux. Il faut retoucher en intégralité toute la vitrerie, les installations sanitaires, les tuyauteries sanitaires, sans oublier l'électricité. On a dû profiter pour retoucher un peu l'architecture. Le coût de la rénovation de cette maison serait dans l'ordre de 450 millions de francs guinéens.
Atelier de validation du programme et des modules de formation du Centre d'innovation pédagogique pour l'autonomisation et l'employabilité des diplômés. L'objectif est de développer la compétence professionnelle de 1500 jeunes diplômés dans le domaine de l'enseignement au secondaire et de la gestion des établissements de ce cycle. Ils seront répartis en fonction du besoin de 8 établissements d'enseignement supérieur privés et publics. Alcine Bari, Ibrahim Souri 5 Soma, compte rendu. Cette rencontre s'inscrit dans la mise en œuvre du sous-projet Centre d'innovation pédagogique pour l'autonomisation et l'employabilité des jeunes diplômés. Cette initiative basée à l'ISEG bénéficie d'une subvention du projet Booster les compétences des jeunes à travers le fonds compétitif. Il permet à 1500 jeunes diplômés d'être dotés en compétences professionnelles dans le domaine de l'enseignement secondaire et de la gestion des établissements de ce cycle. Lors de cet atelier, plusieurs modules seront développés. Nous avons 11 modules à valider. Premièrement, la création, technique de création et de recherche d'emploi, ce qui est extrêmement important pour les jeunes diplômés. Deuxièmement, nous avons l'anglais professionnel. Nous avons le management qui est extrêmement important pour celui qui gère les écoles. Et nous avons aussi l'aspect pédagogique et l'aspect psychologique qui sont des éléments carrefour dans la formation des enseignants. Ces 1500 jeunes seront formés par groupe. Ils seront ensuite répartis dans 7 établissements d'enseignement supérieur privé et un public. Ce, en vue de relever le taux d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Déjà sur le terrain, des activités ont été réalisées, parmi lesquelles la réhabilitation des locaux devant abriter le sous-projet, la mise à disposition du mobilier et de l'équipement informatique et multimédia, la formation de l'équipe projet à la qualification et la gestion des sous-projets, la formation des cadres de l'ISEG à la rédaction de programmes et des modules de formation. Malgré ces efforts, bien de défis restent à relever, notamment la pérennisation du projet. Le consultant, dans son allocution, n'a pas manqué d'interpeller les bénéficiaires en ces termes. Il ne sert à rien d'amasser le savoir sans compétences professionnelles. La notabilité de Kankan a condamné avec la dernière énergie mercredi la marche pacifique des jeunes qui protestent pour la construction d'un barrage hydroélectrique, une déclaration qui a surpris plus d'un dans la cité. C'est le cas par exemple du président du conseil régional des organisations de la société civile de Kankan qui disent n'avoir pas trouvé le bien fondé de cette sortie de la notabilité. Dr Lucien Chérif et Mamoudou Kaba, le porte-parole des jeunes frondeurs, ont émis des doutes quant à la capacité d'électricité de Guinée, DDG, à pouvoir desservir la ville de Kankan avec ses nouveaux groupes électrogènes en cours d'installation, dont la consommation, tenez-vous bien, par groupe électrogène est estimée à 260 litres par heure. C'est un grand format donc signé Alpha Omar Koïta. Cette sortie médiatique de la notabilité de Kankan ce mercredi, condamnant la récente marche pacifique des jeunes qui réclament la construction d'un barrage hydroélectrique, n'est pas du tout partagée par le président du conseil régional des organisations de la société civile. Je le partageais lorsque les sages vont se lever, mener des démarches à tous les niveaux pour que Kankan ait le courant. Mais il ne s'agit pas d'appeler les jeunes, arrêter et ne rien faire. Il s'agit maintenant d'aller au concret, de quitter la fiction. Comment expliquez-vous cette présente grogne sociale de la jeunesse de Kankan étant le fief traditionnel du parti au pouvoir? Nous parlons plutôt d'un manquement grave aux promesses qui ont été tenues par rapport à la population de la Haute-Guinée. Parce que poser la première pierre de quelque chose, cela suppose que tout est ficelé. Il n'y a que le démarrage qui va commencer. Surtout lorsqu'on mobilise le premier responsable du pays pour venir faire ses poses de première pierre et que par après, et on donne même le temps d'exécution. Comment cela peut arriver? Pour Dr Loseni Chérif, seule la construction d'un barrage hydroélectrique ou d'une centrale solaire pourrait régler définitivement le problème d'électrification de la Haute-Guinée. Chaque fois qu'il y a une petite grogne à Kankan ici, c'est des groupes qu'on envoie. Et ces groupes, un mois après, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on va continuer dans ça, entamer la construction du barrage de Kobedou ou bien faire l'installation de la centrale solaire? C'est la solution qu'il faut pour le problème d'électrification de la ville de Kankan. Surtout que ces groupes
ne sont pas fiables. C'est pourquoi le numéro 1 de la société civile de Kankan invite à nouveau le chef de l'État à écouter les cris de cœur des jeunes manifestants. Ce que nous allons demander au chef de l'État, c'est de s'impliquer personnellement dans la résolution de ce problème d'électrification de la ville de Kankan. Les jeunes savent qu'une centrale solaire, au minimum c'est 18 mois, mais qu'au moins il y ait des débuts d'exécution de ces projets dont les premières pierres ont été posées. Et si les jeunes voient ça, si la population de Kankan voit ça, je crois que le calme va revenir. À en croire des sources concordantes, la consommation de chacun des 14 nouveaux groupes électrogènes en cours d'installation est de 260 litres par heure, soit 1560 litres par groupe pour les 6 heures de charge nominale par jour, ce qui donne au total 21 840 litres pour les 14 groupes électrogènes par jour. Un chiffre qui relance le débat dans la cité quant à la capacité d'EDG de desservir la ville de Kankan en courant électrique à la satisfaction de la population. Vu le nombre de groupes et la consommation par heure de chaque groupe, on se demande où on va trouver les ressources. Nous pensons cela comme du tape à l'œil, parce qu'un groupe consomme 260 litres par heure, or il y a 14 groupes, donc c'est impossible que l'État puisse couvrir ces frais-là pour un temps maximum. Donc ces groupes-là c'est bien, mais notre combat aujourd'hui c'est d'avoir un barrage hydroélectrique ou une centrale solaire. Pour leur part, les jeunes manifestants se disent surpris par la réaction de la notabilité, mais qu'à cela ne tienne, ils comptent poursuivre leur mouvement de protestation jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. Par conséquent, ils envisagent même étendre leur mouvement dans toute la région. On écoute Mamoudou Kaba, le porte-parole du mouvement pour l'électrification de la Haute-Guinée. Il est au micro d'Alpha Omar Koïta. On a écouté ce que la notabilité a dit. Mais nous pensons que nous sommes dans un combat noble. Nous réclamons un droit. Et réclamer son droit n'est pas un manque de respect à l'égard de la notabilité. Et nous leur demandons humblement de se retirer dans ce que nous faisons parce que nous savions bien qu'il y a des ficelles qui sont en train d'être tirées partout pour qu'ils puissent étouffer notre mouvement. Nous ne sommes pas prêts à faire marche arrière ni à lâcher prise tant que nous ne sommes pas satisfaits. Nous sommes sortis mardi sans casse après 3 heures de marche. On a montré à la face du monde entier qu'on peut faire une marche pacifique sans casse, sans jet de pierre. Donc pour nous, on pensait que la notabilité allait nous accompagner, mais nous sommes vraiment désolés de leur sortie en nous interdisant les marches de rue. À l'instant où je vous parle, le président du mouvement est à Séguiri. Et après ici, moi-même, je dois me rendre à Kouroussa pour parler avec la jeunesse de ces différentes jeunes parce qu'ils nous ont appelés. Ils ont vu que c'est un combat noble que nous menons pour la Haute-Guinée. Donc la prochaine sortie, si tout se passe dans les conditions les meilleures, et dimanche, les présidents des jeunes de toutes ces préfectures vont se retrouver à Kankan pour une réunion. Après, on décidera ensemble un jour de sortie pour que le mouvement soit régional. Santé à présent dans cette édition d'information. Dans l'optique de bouter la Covid-19 hors du pays, l'ONG Agir Ensemble pour les droits des détenus en Guinée vient en appui aux détenus de la prison civile de Koya ce samedi. Il a offert 200 bavettes et des kits sanitaires aux détenus. Objectif prévenir la maladie, mais aussi promouvoir le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires. Reportage à Dienabou Bangora, Aboubakar Kekemangora. Suivez. Ce don de l'ONG Agir pour les droits des détenus en Guinée est destiné aux prisonniers de la prison civile de Koya. Il s'inscrit dans la lutte contre la Covid-19 en milieu carcéral. Nous avons choisi la maison centrale la maison civile de Koya parce que non seulement c'est une maison dont nous avons étudié l'évolution de l'état des prisonniers, mais aussi nous avons constaté que dans beaucoup d'autres maisons de détention, il y a eu des actes, mais à Koya aussi, il leur manquait de kits sanitaires. Le régisseur de cette prison civile salue le combat et l'expression de la fraternité de l'organisation à l'attention des détenus. Il promet d'en faire bon usage. C'est un acte purement humanitaire. On vous remercie, on remercie l'ONG. C'est des personnes qui sont avec nous, ils ont leurs droits. Donc le fait que apporter tout cet équipement pour renforcer l'hygiène et l'amélioration des conditions de détention,
ça nous va droit au cœur. Il faut préciser que cette maison de détention de Koya n'a enregistré aucun cas de Covid-19. Ce geste, cependant, est le premier d'une série d'actions qui s'élargira à plusieurs autres établissements carcéraux. Au Mali est mort et de nombreux blessés ce vendredi lors d'une manifestation des opposants au régime d'Ibeka. Des milliers de Maliens ont répondu à l'appel du mouvement du 5 juin qui demande depuis maintenant plusieurs semaines le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta en Guinée. La communauté malienne s'inquiète de la tournure des événements et appelle à l'ouverture d'un dialogue. Mohamed Damaro Camara, Boubacar Dine Camara signe ce reportage. Au Mali, les manifestations contre le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta s'amplifient. La troisième journée de protestation du M5 FRP de ce vendredi 10 juillet a été particulièrement violente. Un mort et des dizaines de blessés, la situation inquiète la diaspora malienne en Guinée. Je suis désolé, comme tout le monde, de constater depuis hier que le Mali est rentré dans le cycle infernal de la violence. À Bamako, la tension est restée vive. Le siège de l'Assemblée nationale et celui de l'ERTM ont été pris à partie par les manifestants. Devant plus rien, ils n'entendent reculer. Les protestataires demandent que le départ du président Ibeka. Mohamed Sidibé comprend la lassitude de ses compatriotes, mais suggère l'option du dialogue pour aplanir les divergences. La situation actuelle aujourd'hui n'arrange ni le président de la République, ni les constateurs, ni les amis du Mali. C'est pourquoi nous devons tous nous mettre ensemble. Pour sortir le Mali de cette impasse politique, Ibrahim Boubacar Keïta a promis de dissoudre l'Assemblée nationale et s'est dit ouvert à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ces concessions aux yeux de ses opposants sont insuffisantes. Mohamed Sidibé y voit une erreur de casting. Après avoir réussi l'imam Mahmoud Diko, après avoir réussi, il a réussi les leaders du mouvement du 5 juin. Et il a demandé à ceux-ci de se mettre en rapport avec la majorité présidentielle, les partis qui, dans un regroupement, soutiennent l'action du président de la République. C'est cela qui n'a pas été du goût des contestataires qui pensaient que le problème c'est lui et le problème doit être réglé avec lui. Chaque appel du mouvement du 5 juin est massivement répondu, preuve du rejet et de la répulsion du régime d'Ibeka. Sur le continent, restons toujours avec le Mali puisqu'on en parle. Le Premier ministre malien Boubou Cissé promet de former très rapidement un gouvernement alors que le Mali en est dépourvu depuis 3 mois au lendemain des plus graves troubles civils dans la capitale Bamako depuis des années qui ont fait 4 morts. Selon lui, c'est un élément de nos confrères de l'AFP. Je verrai le président de la République dans l'après-midi. Il est dans son intention et dans la mienne de très rapidement mettre en place un exécutif resserré pour rétablir rapidement et dans les meilleurs délais l'ordre dans notre pays et réfléchir aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et cela, encore une fois, avec l'ensemble des forces vives de notre pays. Cette rencontre se fera cet après-midi, après les visites que je viens d'initier. Sur le plan international, comment s'en sortir dans un pays qui s'enfonce toujours plus dans la crise et les pénuries? Le Liban traverse actuellement la pire crise économique de son histoire, aggravée par la pandémie mondiale de Covid-19 et un contexte politique délicat. Ces derniers mois, les dizaines de milliers de Libanais ont été licenciés ou ont subi des coupes salariales. La monnaie nationale est en chute libre et de même que le pouvoir d'achat. Face à cela, les habitants s'organisent pour survivre grâce à la solidarité et aux réseaux sociaux. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. ما شفنا شيء منهم يعني مثلا وعدونا بأشياء كثيرة ما شفنا شيء.
هون بلبنان يعني صار 5-6 حالات انتحار وبعد ما حدا تحرك. فحسينا نحن من واجب وطني من واجب انساني انه نتحرك ونساعد بعض، لانه بالنهايه كلنا اهل وما عندنا حل الا انه نوقف حد بعض، يعني على قد قدراتنا رغم قلتها قدراتنا، بس بعدنا عم نشتغل مع بعض وعم نجرب. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. À la régie, il y avait Nala Sidibé, Lamine Sidibé, Kayatou, Touro. N'oublie pas également Mafata Sano. Portez-vous bien où que vous soyez. Notre chef d'édition du jour, c'était Mohamed Adamaro Kamara. Restez avec Espace TV car l'info continue. Au revoir.